Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlons Photo, mais pas que. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui s'annonce passionnant et pour cause. Aujourd'hui, j'ai un invité particulier, alors je pourrais même l'appeler un peu partenaire particulier, mais c'est quelqu'un que je connais plutôt bien et je suis très heureux de l'accueillir ici au studio. Et cet invité, ce n'est autre que Julien Cinquin. Salut Julien. Salut Mathieu. Eh bien écoute, bienvenue au studio, bienvenue chez moi sur la Côte d'Opale. Pour la petite histoire, Julien est arrivé hier. Tout à fait. Voilà, donc on a tourné des trucs divers et variés, notamment pour DxO en partie. Enfin, on va en reparler. Mais en attendant, là, c'est le Julien que j'ai envie de questionner aujourd'hui de DxO, mais aussi et surtout le Julien Cinquin photographe. Parce qu'on va en parler là aussi, tu fais de la photo et tu es un passionné de photographie. Tout à fait. Comme beaucoup de gens qui travaillent chez DxO. Et donc j'avais envie de parler de tout ça pour une raison également, c'est que donc avec Julien, on se connaît quand même. Et surtout, sur l'année, eh bien, on va lancer un format qui nous tient à cœur tous les deux, un format live. Exactement. Et donc voilà, pour toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, j'avais aussi envie que vous en appreniez un petit peu plus sur Julien, parce que vous allez le voir régulièrement et c'est toujours sympa de connaître un petit peu mieux la personne qu'on voit régulièrement. Eh bien, t'es prêt, Julien ? Je suis prêt. Ça fait un peu plus de 24 heures que je suis là maintenant. Ouais, exactement. On a beaucoup tourné. Oui. Je pense que je suis rodé pour l'exercice Je pense aussi. Écoutez, les amis, installez-vous. Si vous nous regardez, eh bien, voilà, coucou les amis. Et puis, si vous nous écoutez, installez-vous. Dans tous les cas, posez-vous sur votre canapé. Le chat, le chien, le perroquet, comme j'aime bien le dire. Vous mettez au chaud. Si c'est l'été, vous mettez, vous mettez au frais. Enfin bref, mettez-vous à l'aise. Et sans plus tarder, jingle. Bien, alors, écoute, donc tout d'abord, je tiens à le redire, je suis très heureux, Julien, de t'accueillir ici, parce que pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, donc on va en parler. Donc tu travailles chez DxO et tu vas parler de toi-même mieux que moi je parle de toi, je pense. Je l'espère. Je l'espère, mais tout ça pour dire aux personnes qui sont là qu'on échange quand même très régulièrement pour à la fois parler de DxO, mais aussi pour parler plus largement photo. Enfin bref, on échange ensemble régulièrement. Et la première chose que j'avais envie de te demander, Julien, c'est est-ce que tu peux te présenter et qui mieux que Julien Cinquin pour présenter Julien Cinquin ? Alors, je m'appelle donc Julien Cinquin. On m'appelle très souvent Monsieur Cinquin directement, ce qui me va très très bien. J'habite juste à côté de Paris, à Issy-les-Moulineaux. J'approche la cinquantaine, doucement mais sûrement. Je suis passionné de photo depuis de nombreuses années. Je travaille, comme tu l'as dit, pour la société DxO depuis maintenant presque 10 ans. Ça fera 10 ans cet été. J'espère qu'on va faire une grosse fête. J'espère aussi. Tout faire pour. Et puis, comme tu l'as dit, voilà, on échange très très souvent sur les sujets de la photographie. On commence, ça fait deux bonnes années maintenant qu'on papote. Ouais, exactement. Et puis, on a plein de projets ensemble. Certains qui vont arriver, d'autres qui ont déjà commencé. D'autres qui sont terminés, parce que voilà, on travaille sur des sujets qu'on met en place à un moment, et puis qui se font. Oui, qui se font. C'est-à-dire qu'on fait quand même beaucoup de choses ensemble, des choses... Enfin voilà, ce qui est intéressant, c'est que je le dis souvent, et c'est l'une des raisons qui fait que j'adore bosser avec DxO, c'est parce que c'est une boîte française qui a pignon sur rue et surtout qui est accessible, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, quand j'ai besoin, je t'appelle, on discute, quand j'ai des questions, etc. Et surtout, voilà, on fait plein de projets ensemble parce que ce soit toi ou d'autres personnes chez DxO, vous êtes très ouverts à ça. Et c'est plutôt très sympa d'avoir des personnes avec qui on peut échanger. Et surtout, là aussi, pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, voilà, c'est Julien, c'est quelqu'un chez DxO, mais le truc qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on va largement en parler, c'est que tu fais de la photo. Et ça, c'est quelque chose, on va en reparler après, dans plutôt la deuxième partie, on va dire, mais c'est qu'au-delà de ça, c'est que les gens qui bossent chez DxO font de la photo. Alors, tout le monde ne fait pas de la photo, mais on est effectivement beaucoup à pratiquer la photo. Je pense que dans beaucoup de sociétés, il peut y avoir des gens qui travaillent, je ne sais pas, dans l'alimentaire par exemple,
Il y en a qui vont travailler dans la société et qui rentrent chez eux ne vont pas spécialement cuisiner. Et puis il y en a d'autres qui cuisinent. Donc moi, je fais partie de ces gens qui, une fois que je sors des bureaux, eh ben, je pratique la photo. Je fais beaucoup de photos à titre personnel. J'ai aussi une activité professionnelle en tant que photographe. Je fais un petit peu de mariage. Je travaille pour des restaurants. Voilà, c'est un domaine que j'affectionne énormément et je suis très content parce que j'ai un travail passion. Où je prends plaisir à aller au bureau tous les matins et à échanger avec mes collègues, de parler de nouvelles technologies, de parler de photographes. J'ai pas à me plaindre, franchement, de mes journées. Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est déjà très très bien. Alors, rapidement, donc tu travailles chez DxO, comme des tas d'autres personnes d'ailleurs qui bossent dans cette boîte. Pour les personnes donc, qui sont là, est-ce que tu peux expliquer en quelques mots, voilà, quel est ton job chez DxO, qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est une très bonne question. Donc, comme je disais, ça fait 10 ans maintenant que je suis chez DxO. J'ai un petit peu tourné dans le support client, un petit peu les réseaux sociaux. Et maintenant, depuis 2 bonnes années, je suis... Alors, chez DxO, le terme est pas barbare, mais bon, on dit que nous sommes des product évangélistes. C'est un terme qui est assez drôle parce que au début, quand on a commencé à bosser ensemble, c'est très anglo-saxon, c'est très anglo-saxon. Enfin, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les boîtes américaines, etc. Tout à fait. Et souvent, quand des gens me rencontrent et me posent la question de ce que je fais, je suis toujours un petit peu hésitant parce que je me dis, mais le dire à quelqu'un de français, il va pas tout de suite comprendre et c'est ce qui se passe en fait à chaque fois. Donc, pour faire simple, mon travail est de discuter à longueur d'année avec les photographes, avec la presse française, avec des youtubeurs, des influenceurs, avec des clubs photos. Et puis, être évangéliste, c'est grosso modo prêcher la bonne parole. Donc mon rôle est de aller à la rencontre des gens et de leur présenter les solutions que DxO peut offrir aux photographes et puis essayer de les convaincre d'adopter les logiciels que l'on a. Après, s'ils les adoptent à 100%, très bien, le pari est gagné. Mais on peut tout à fait aussi avoir des personnes qui utilisent d'autres logiciels et on va avoir des logiciels DxO qui vont se greffer à leur travail. Donc voilà, le but est de faire découvrir aux gens nos logiciels et puis après d'entamer une collaboration et puis de faire plein de petites choses ensemble comme on fait actuellement. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que de fait, on s'appelle pour des tas de choses, pour des projets X, Y, Z, sachant que Julien n'est pas le dernier pour faire des projets, et que moi non plus. Donc, de fait, on a souvent des discussions assez passionnantes de savoir comment on pourrait faire ci, puis même on parle plus largement d'édition. Exactement. On a ce petit problème d'avoir une idée qui, finalement, va arriver sur 10 nouveaux projets derrière. Mais moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve ça passionnant de justement partager avec toi, avec tes plein de compétences. Tu es un super photographe et donc des discussions nous amènent toujours sur plein de nouveautés super excitantes. Super. Et des belles choses arrivent. C'est vrai que de fait, c'est par le biais de ce terme de product evangelist et c'est comme ça qu'on s'est connus, entre guillemets. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait d'autres choses parce que tu me disais à un autre moment, quand on discutait dans un cadre un peu plus personnel, mais tu es un peu un couteau suisse, c'est-à-dire que tu fais plein de choses, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois, quand il y a des projets X, Y, Z, c'est ça qui est cool, c'est que finalement, tu sais faire plein de choses et pour DxO, tu fais des choses qui peuvent être des fois un peu variées parce que... Oui, j'ai des activités chez DxO qui sortent un petit peu de mon cadre officiel. Voilà, c'est ça, exactement. Ayant été dans plusieurs activités au sein de DxO, donc le support client, les réseaux sociaux, je me suis occupé pendant un moment aussi de toute la partie vidéo de DxO. Donc, je me retrouve à travailler et à faire tous les jours ce qu'on me demande de faire, mais on vient aussi vers moi sur d'autres sujets. Je suis passionné par la photo, par les appareils photo. J'ai cette chance d'avoir accès à beaucoup d'appareils photo au sein de DxO. Et quand une personne arrive chez DxO et qui découvre parfois un nouvel univers, ils viennent assez souvent vers moi. Alors, pas que moi, je ne vais pas me mettre en avant sans arrêt, mais c'est vrai qu'ils viennent fréquemment vers moi pour me poser des questions sur les appareils, quels conseils je pourrais leur donner, qu'est-ce qu'ils pourraient utiliser pour commencer la photo, et donc je leur réponds avec grand plaisir. Bon, super. Alors, pour les personnes qui nous regardent, tout le monde n'utilise pas les logiciels de DxO. Alors là, je vais m'adresser au Julien DxO. Après, on va beaucoup parler au Julien photographe, mais là, c'est le Julien DxO. Moi, on me pose souvent la question, par exemple, les gens, ils voient que je fais notamment des vidéos sur Photolab, mais pas que, et de dire, j'utilise Luminar, j'utilise Lightroom, etc. Bon, par exemple,
toi, en tant que... Là, c'est Julien, à nouveau, de DxO. Si tu devais donner un argument aux personnes qui nous regardent, qui ne connaissent pas, par exemple, un logiciel comme Photolab, quel serait l'argument pour leur dire... parce que c'est ça l'avantage des logiciels de DxO, c'est qu'on peut les essayer gratuitement pendant 30 jours. Exactement. Mais sans mettre votre carte bleue ou quoi que ce soit, ça c'est très important. Mais grosso modo, si tu devais donner un argument pour convaincre les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, d'essayer les logiciels de DxO, quel serait cet argument ? L'argument qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la qualité d'image. Je pense que quand on est photographe, on a envie de délivrer une image, un produit à ses clients de la meilleure qualité possible. Et je pense que DxO aujourd'hui offre cette possibilité justement d'avoir un produit final d'une qualité exceptionnelle. Donc il y a un discours effectivement qui vient du Julien de DxO, mais c'est quelque chose que je pense personnellement. Comme beaucoup de photographes, j'utilise divers logiciels, principalement donc Photolab, Lightroom à côté. J'ai un petit peu de Photoshop. Je m'en sers plus pour faire des choses un petit peu graphisme. Je suis pas super à l'aise avec, mais voilà, j'ai plusieurs logiciels dans mon ordinateur. En fonction de ce que je veux faire, je vais en utiliser un ou l'autre. Mais principalement, je pense qu'à 90% aujourd'hui, j'utilise DxO Photolab. Donc c'est plutôt alors c'est quelque chose dont je parle souvent, mais la qualité d'image, le débruitage, les modules optiques, d'avoir le fichier, l'image la plus belle, la plus propre possible. Bon, ça là-dessus, si jamais vous êtes intéressé, on va pas faire un laïus là-dessus. Simplement regardez sur la chaîne ou sur la chaîne de DxO les contenus là-dessus. Mais voilà, c'était parce qu'il y a quand même un certain nombre de fonctionnalités très intéressantes qu'on retrouve parfois que dans les logiciels de DxO, et de se dire, moi j'étais curieux de savoir quelle était la fonctionnalité. Alors moi j'aurais répondu la même chose, pour être honnête, parce que c'est ce que je répète à longueur de journée, de dire, et ça m'amène à la question suivante, mais ce qui fait pour moi la force, la première au-delà de tout, c'est de se dire que chez DxO, le savoir-faire de l'entreprise historique, c'est le traitement de l'image, le traitement des défauts optiques, parce qu'au départ ça s'appelait DxO Optics. Ouais. Et DxO Optics Pro. Voilà, Optics Pro, le logiciel, l'ancêtre de Photolab, mais de se dire c'est un savoir-faire ancien qui date même du moment où chez DxO on faisait des trucs pour les piscines. Exactement, il y a eu une autre activité un petit peu avant DxO. DxO faisait, alors on va pas rentrer en profondeur dedans, mais ils avaient fait un système qui permet de détecter une personne qui se noie dans les piscines, et donc du coup il y avait un algorithme qui envoyait un message d'alerte sur un ordinateur en disant voilà, quelqu'un se noie. Puis DxO aussi a beaucoup travaillé avec des gens comme GoPro, Apple, plein de fabricants d'appareils photo, où la partie optique était gérée en partie par DxO. Ils amenaient justement des connaissances que les acteurs que l'on connaît et que j'ai cités, maintenant ils ont beaucoup évolué dessus. Mais avant, c'était DxO qui s'occupait de ça. Et donc, du coup, on avait effectivement une expertise reconnue mondialement. Et à un moment, on se dit, cette expertise, on pourrait s'en servir pour faire un logiciel de retouche photo. Donc, ce qui a été fait. Là où je veux vite fait rebondir sur, effectivement, en quoi DxO est reconnu. Donc, le débruitage, on est quasiment numéro 1 mondial en débruitage. Il y a des moments où je fais un petit peu rattraper par les concurrents. Il y a de la concurrence, forcément. C'est toujours comme ça. On reste quand même en avant. Donc, ça, grande fierté. On a les corrections optiques. On est les seuls au monde quasiment à avoir un laboratoire où on teste toute l'année du matériel photo. Et donc, en fait, ces petites particularités de DxO, elles sont super à avoir dans le logiciel, mais en fait, elles s'appliquent sans vraiment qu'on y fasse attention, parce que dès qu'on met un fichier dans notre Photolab, il va, une fois qu'on a bien setupé son logiciel, il va appliquer ces corrections automatiquement. Donc, c'est quelque chose de transparent. Mais elles sont là, elles existent, et effectivement, quand on a son image qui apparaît devant nous, on a déjà quelque chose de super clean et prêt à l'emploi. Et là, on peut aller plus loin dans son édition. Et là, on peut travailler. Mais c'est vrai qu'au départ, et c'est quelque chose que je répète souvent, mais notamment sur les capteurs X-Trans-UJ, où le dématrissage, donc l'interprétation du RAW en une image, le dématrissage dans Lightroom, donc par caméra RAW, et moi, je trouve pas fou. Là où, quand on le passe dans Photolab, de suite avec les modules optiques, etc. Ça prend un petit peu une autre dimension. Oui, c'est ça. Moi, je Photolab. redécouvre quand même mes RAW Fuji. Je les redécouvre quand je les passe dans Photolab, et j'ai l'impression d'un coup l'image est nettement meilleure. Sur les bailleurs, ça dépend. Après, là où par exemple, là on rentre dans une autre discussion, mais il est vrai que par exemple les modules optiques, c'est plus on a une optique
qui est moins performante, avec des défauts, Mhm. plus le module va le corriger. Ouais. Là où quand on prend, par exemple, Du L chez voilà, Canon. du L chez Canon, du GM chez Sony, du Mhm. S chez Nikon, là on a des optiques qui sont tellement haut de gamme, alors qu'on a leurs défauts, hein, Oui. mais qui sont tellement haut de gamme que c'est pas là où vous allez avoir les plus gros problèmes d'homogénéité, les problèmes d'aberration, les problèmes de distorsion. Mhm. Et c'est vrai que le module, il va moins corriger, c'est moins flagrant. Mais quand vous passez des optiques qui sont vraiment un peu anciennes, des optiques réflexes ou des optiques plutôt entrée de gamme, même hybrides aujourd'hui, c'est là où le module, il va complètement compenser le manque de piqué dans les coins sur une optique. Mhm. Il va redresser automatiquement les distorsions, embariller, encoussiner, etc. Et ce qui est magique, c'est que ça se fait tout seul. C'est ce que tu expliquais. Exactement, il n'y a rien à faire. Au moment où on met un nouveau fichier dans l'ordinateur, alors il y a deux cas de figure. L'ordinateur connaît, enfin le logiciel connaît déjà votre matériel, donc il se passe, on va dire, rien à ce moment-là, mais il va juste appliquer donc les corrections optiques, le dématrissage, le débruitage. On a plusieurs niveaux de débruitage, donc en fonction de ce que l'on shoot, on va les sélectionner en fonction de plage d'ISO, donc de 100 ISO à 400 ISO, on peut appliquer un débruitage plutôt léger, et puis de 400 à 800 un autre. Et puis il y a le cas de figure où on achète un nouveau boîtier, une nouvelle optique, et à ce moment-là, le logiciel va le détecter, il va nous mettre un petit message du genre hey, dis donc, tu t'es fait plaisir. Et puis il y a acheté du matériel. Il y a une petite fenêtre qui apparaît. Voilà, une fenêtre apparaît et il propose de télécharger un module. Ça prend une demi-seconde pour cliquer dessus, ça prend pareil une autre demi-seconde pour télécharger le module. Et puis tout de suite, il va appliquer les corrections qui sont appropriées à ce couple boîtier-objectif. Aujourd'hui, on a passé les 80-90 000 corrections optiques, enfin modules dessus. Donc vraiment, il y a une panoplie d'appareils photo qui sont supportés. Oui, les sachant optiques, que c'est pareil. c'est pas simplement l'objectif, c'est le couple boîtier plus Exactement. objectif. Le travail qui est fait, grosso modo, on reçoit une nouvelle optique et cette optique, on parlait de Canon, donc je vais prendre l'exemple de Canon. Quand on a une optique, un 35L qui arrive, on va le calibrer sur un R5 Mark II, puisque c'est ce qu'on a au bureau. On va le calibrer aussi sur un R6, sur un R normal. On va le mettre sur de la PSC. On va le mettre sur en fait toute une gamme de boîtiers pour créer des dossiers et lui faire comprendre voilà ce qu'il doit faire. Et donc on fait ça avec tous les appareils photo qu'on peut avoir, toutes les optiques qu'on peut avoir. Je pense qu'il y a une quarantaine d'appareils photo qui sont dans les laboratoires de DxO. Des optiques, il y en a bien plus. Et donc voilà, à chaque fois, on a tout ce travail et il y a des milliers de photos qui sont faites. Ouais, ça fait des combinaisons de fou. Toutes les focales, quand ce sont des zooms, il y a toutes les ouvertures, des montées en ISO. Donc il y a un gros travail qui est fait pour pouvoir proposer des corrections optiques d'une qualité qui est quand même inégalée aujourd'hui. On est les seuls, encore une fois, à faire ça. Oui, c'est pas, en fait, pour les personnes qui utilisent par exemple Lightroom, dans Lightroom, quand vous pouvez activer un profil. Mais le profil qui est appliqué enlève un peu le vignettage, modifie un peu les distorsions. Mais ce profil-là, c'est un profil qu'on appelle générique, qui est fourni par le constructeur Exactement. aux développeurs donc, de logiciels d'édition, mais qui est un profil que le constructeur fait. Mais qui marche bien, mais qui marche, qui marche bien. Mais si on cherche, on va dire la perfection, voilà, c'est ça. Si on veut aller plus loin, si on veut aller plus loin et qu'on cherche vraiment une qualité d'image optimum, on va, si on a Photolab, appliquer ces corrections optiques. Et ça se fait tout seul. Alors, ça m'amène de fait, et ça va être ma deuxième et dernière question sur le Julien DxO. Mais j'avais envie de te poser la question que je pense on me pose le plus. Et je suis très heureux que tu sois là pour y répondre. Vais-je répondre ? Oui, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Allez, en 30 secondes, et là c'est vraiment parce que c'est une réponse à mon sens qui mérite d'être la plus explicite possible, mais on me demande souvent, j'ai Photolab, est-ce que je dois acheter Puro ? Alors, ma question est la suivante. Quelle est la différence ? Il y a deux questions en une, mais quelle est la différence entre DxO Photolab et DxO Puro ? Et de fait, quelqu'un qui possède Photolab a-t-il besoin d'acheter Puro ? Alors, c'est une très très bonne question. Je pense que je vais prendre un petit peu plus que 30 secondes. Photolab est plus vieux que Puro. Donc Puro, en fait, c'est un logiciel qui en est à sa version 4 aujourd'hui,
qui a été créé à un moment suite à moult réflexions en interne. En fait, on a beaucoup de personnes, comme tu le disais, qui téléchargent nos logiciels gratuitement. On peut les essayer pendant un jour avec toutes les fonctionnalités. Il n'y a aucune restriction. Il n'y a pas de watermark qui s'affiche sur sa photo et du coup, on ne pourrait pas s'en servir. Tu mets pas ta carte bleue, voilà, après t'es débité si tu n'annules pas. C'est un Photolab. C'est le Photolab qu'on vend. Et au bout d'un mois, voilà, il se coupe. Et nous avons des personnes donc, qui téléchargent, certaines personnes achètent, on est très contents, et puis d'autres personnes ne passent pas le pas. Et donc on leur a posé la question de savoir pourquoi ils n'avaient pas acheté le logiciel. Et en fait, ce qui est ressorti de ces sondages, très souvent, c'est que les gens, et ça s'entend hein, très très bien, ils sont habitués à un workflow. Ils sont chez Lightroom, chez Capture One, On One, enfin tout ce qu'on veut, qui sont des très très bons logiciels. Et ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Et ça se comprend très bien. On a tous des habitudes sur la photo et dans diverses activités. Je pense qu'un pianiste qui joue sur une marque de piano, oui, il n'a peut-être pas envie de changer. Tu sais, comme tes courses, t'es habitué à aller quelque part. Exactement. T'as pas envie de changer. Donc ils nous ont expliqué que voilà, ils avaient leurs habitudes, ils veulent pas en changer, très bien. Et on leur a quand même posé une autre question qui est est-ce qu'il y a quelque chose dans Photolab que vous avez apprécié? Et ce qui est ressorti, c'est encore une fois le débruitage. Ce qui est j'allais dire, ceux qui sont chez Fuji aussi nous ont dit votre dématrissage est meilleur sur Fuji, ok, et puis les corrections optiques, enfin toutes ces petites choses que Photolab fait très bien. Tout ce qu'on a expliqué précédemment. Exactement. Ouais. Et donc du coup, l'idée est venue de créer un logiciel qui va justement apporter toutes ces corrections automatiques, donc correction optique, débruitage, dématrissage, et on va proposer un petit module qui va se placer entre l'appareil photo et son logiciel de prédilection, on va dire Lightroom pour le coup, et qui va en fait préparer son fichier. Et là, on va continuer à éditer ces images comme on peut faire d'habitude dans Lightroom. Mais du coup, on se retrouve avec une base de travail qui est plus clean que ce qu'aurait proposé un Adobe Camera Raw ou d'autres. Enfin, tous ces logiciels travaillent très très bien. Je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas se servir. Encore une fois, je suis le premier à me servir aussi de Lightroom parce qu'ils ont des solutions qui m'intéressent. Quand je fais du portrait, je vais commencer mon édition dans Photolab et puis terminer dans Lightroom pour diverses raisons. Et donc, pour répondre à ta question, tout ce que fait Puro, Photolab le fait. En fait, Puro, c'est un mini Photolab. C'est juste la préparation du fichier, le dématrissage, le débruitage, les corrections optiques, et puis après, on continue sa vie. Est-ce qu'on a besoin d'avoir les deux en même temps? Il y a des petites subtilités. Puro, par exemple, permet plus facilement de renommer ses fichiers. Donc, quelqu'un qui a un workflow avec beaucoup d'images à traiter pourrait très bien utiliser Puro pour cette raison. Personnellement, vu que j'ai tous les logiciels de DxO, c'est vrai que je me sers très rarement de Puro. Aujourd'hui, mon workflow est principalement passé sur les logiciels de DxO, donc je ne m'en sers pas trop. Mais quand je pars en vacances ou autre, ça m'arrive d'utiliser du Lightroom parce que j'ai un travail et j'ai besoin de ça. Là, je vais m'en servir. Donc, j'ai les deux. Oui, c'est en fonction de son c'est un petit peu en fonction, mais voilà, quelqu'un. Mais fondamentalement, je pense que c'est important de dire tout ce qui est dans Puro est dans Photolab. Exactement. Ouais. Si quelqu'un débute la photo ou fait de la photo et il veut complètement changer de logiciel, il veut passer 100% DxO. J'ai envie de dire qu'un Photolab suffira largement. Puis oui, après, c'est le logiciel tout en un de DxO. Il peut greffer d'autres petits logiciels qu'on a. Quelqu'un qui travaille avec divers logiciels, Lightroom, oui, ça peut être judicieux d'avoir également un Puro pour répondre à une problématique de je sais que cette image, je vais la traiter 100% avec Photoshop ou Lightroom, mais j'ai quand même envie d'avoir une base de travail propre. Et donc, je vais me servir de Puro. Ouais, c'est là où c'est vraiment très intéressant, c'est que, et tu l'as très bien dit, Puro s'insère entre la carte SD et le logiciel de votre choix, Lightroom, Capture One, ce que vous voulez. Mais quand vous commencez à éditer votre photo dans votre logiciel préféré, vous avez le fichier qui est optimisé, travaillé, dématricé, débruité, optimisé avec les modules optiques. Et vous pouvez commencer à éditer, mais avec un fichier magnifique. C'est-à-dire... moi, je le dis toujours, je le répète, Puro, là où ça fait des chocs à pic, j'adore cette expression, c'est vraiment sur les boîtiers peut-être les plus anciens, je parle numérique, d'avoir des optiques qui ne sont pas des optiques premium, parce que c'est là où il y a les plus grands défauts, et c'est là où Puro, il est là pour les contrecarrer. Et c'est vrai que moi, quand je reprends des photos d'il y a plus de 10 ans, avec du réflexe, des optiques, des vieilles optiques Tamron, etc., où là, je le mets dans le Puro, je me dis, waouh. Oui, c'est un commentaire qui est revenu très très souvent. Donc,
on discute avec les photographes, on parle avec des photographes aussi sur nos forums, on reçoit des courriers, des messages très sympathiques de photographes qui disent, voilà, j'ai ressorti des fichiers de 2010, de 2012, avant ou après, que je pensais... pas perdu, mais je pourrais plus rien faire avec. Dont la qualité était trop dégradée, entre guillemets. Exactement, et ils ont passé ces fichiers dans Puro, et du coup, ils se sont mis à ressortir des anciens fichiers, à les retravailler. Et donc, petite parenthèse, gardez vos fichiers RAW, parce qu'en fait, les technologies avancent sans arrêt, et il y a un moment, on peut ressortir des anciens fichiers et les optimiser avec les outils d'aujourd'hui, que ce soit Photolab, Puro ou même nos concurrents. Enfin, tout le monde progresse et on a cette possibilité de faire évoluer des photos qui ont été prises dans le passé. Ouais, très bien. La réponse répond totalement à ce que j'attendais. Enfin, en tout cas, je pense que les personnes qui nous regardent ont bien compris. Alors, j'ai envie de switcher maintenant et puis on va s'adresser... Au revoir Julien de DxO. Bonjour, bonjour Julien, photographe. Et c'est surtout là-dessus que j'ai envie d'insister. Alors, j'introduis le truc, tous les deux, parce que comme tu le disais, on en parlait, on discute quand même pas mal. Tu vas nous l'expliquer juste après. Heureusement que les forfaits de téléphone sont illimités de parce nos que jours. Sinon on serait mal. Mais tout ça pour dire que on parle de beaucoup de photos quand même. On parle beaucoup, parce que forcément on travaille ensemble, mais on parle beaucoup aussi de notre passion pour la photo. On parle de matériel, on parle de l'actualité, etc. Et en fait, à un moment, on s'est dit, mais pourquoi nos conversations, on n'en ferait pas un truc public et de se dire pourquoi nos réflexions photographiques, on ne les mettrait pas sur la place publique. Alors, on ne va pas aller se mettre place Vendôme à Paris ou sur place de la République, je ne sais où, mais aujourd'hui, grâce aux outils numériques, on peut faire des lives. Et donc, on va se lancer. Ça, c'est notre petite... Très prochainement. Très prochainement. Donc là, c'est l'occasion que Julien soit là pour en discuter. Mais la petite annonce, et moi, j'en suis vraiment très content, c'est qu'on a envie de lancer un live, tous les deux, un live mensuel, dans lequel on va parler photo. Voilà. Donc, on va en parler rapidement, mais c'était juste pour vous dire, puisqu'il va y avoir ce live, puisque Julien sera là et il va falloir prendre l'habitude de nous voir tous les deux, mais le truc qui est intéressant, c'est d'apprendre à te connaître un peu plus sur le Julien photographe, parce que en plus, c'est ça qui est intéressant, c'est de par ton expérience personnelle dont tu vas nous parler, mais aussi de ton expérience pro, à travers notamment DxO, tu as un regard assez affûté sur le monde de la photo. Et donc tout ça, je te dis, on va un peu étayer. J'attends les questions avec impatience. Mais c'est pour ça que pour moi, c'était très pertinent de lancer ce format avec Julien, parce que au-delà de travailler chez DxO, c'est un photographe. Et c'est un photographe qui a un œil qui, pour moi, est très intéressant sur le monde de la photo. Et je pense que tout au long des différents lives qu'on va faire, tu auras des choses très pertinentes à nous dire, parce qu'il y a plein de moments quand on discute, je dis je suis d'accord. Des choses gentilles et des choses moins gentilles. Mais voilà, donc c'était il n'y a pas que du beau dans le monde de la photo. Bien sûr, mais c'est pour vous dire que on va lancer ce format live, et le but aussi pour nous, c'était de se dire, au départ, on voulait presque juste l'enregistrer, le publier, mais il y a aussi ce côté interaction qui va être sympa, c'est de pouvoir échanger avec vous, de se donner un rendez-vous un peu fixe dans le calendrier, un mensuel, où on peut se rejoindre et en live, vous posez vos questions, nous on y répond. Oui, et on a envie de vous écouter, on a envie de connaître votre avis et d'échanger avec vous, de parler... de discuter, de débattre. Logiciels, parler matériel, parler sorties culturelles photos, livres. Tout à fait. Il y a tellement de choses à dire la sur photo, le monde de la photo. ne se résume pas... Enfin, c'est tellement un sujet riche et passionnant. Tout à fait. Que on voulait un petit peu délivrer de nos pérégrinations, si je puis dire. Bon, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et moi, ce qui m'intéresse tout d'abord, pour apprendre à te connaître un peu plus, la première question, c'est, ça fait combien de temps que tu fais de la photo, Julien ? Ça c'est longtemps, donc 10 ans chez DxO, mais bon, on va laisser le on va parler tout à l'heure un peu de ta carrière. Oui, et comment je suis arrivé chez DxO ? Alors, on peut en parler. Je ferai très court. Non, mais j'essaierai de faire un résumé. Parce que l'histoire est assez rocambolesque, mais on en reparlera rapidement parce que tu as un parcours professionnel qui est assez singulier. Oui. Voilà, et qui est très intéressant et qui explique beaucoup quand on connaît un peu de quitter, etc. Mais j'imagine que la photo n'a pas débuté, Non, je pense que j'ai eu un appareil photo assez rapidement dans les mains. Alors exactement quand, je sais pas, mais je me vois vers mes 12 ans faire des petites photos avec l'appareil familial. Tous nos parents dans les années, donc je suis un petit peu avant années 80, je donnerai pas mon âge exact, encore tout jeune.
Mais oui, quand j'avais 12, 13 ans, j'ai dû commencer à faire des photos avec l'appareil photo de la famille pendant des Noëls, pendant des vacances, des petites choses comme ça. Donc je trouvais ça très sympa. J'étais pas le passionné, j'ai pas à cette époque développé, j'avais pas de chambre noire, toutes ces choses-là, je le faisais développer par une petite boutique qui était pas très loin de la maison. Oui, parce que je veux dire, moi pareil, quand j'étais gamin, c'était le truc où il n'y avait pas de numérique, etc. Il y avait le petit argentique à la maison. C'est ça. Et puis on allait au photographe du coin, les faire développer, les faire tirer, et puis on recevait sa pochette, on avait toutes ça, les photos dedans, on les découvrait, négatifs. voilà, il y avait négatif, et puis on découvrait le truc, mais il est vrai qu'il y a encore pas si longtemps que ça, avant le numérique, la photo était plus présente dans les familles, je pense. Parce que il y avait pas Elle le était plus smartphone. présente physiquement, Oui, je pense. il n'y avait pas les smartphones Ouais. où finalement aujourd'hui on se rend compte de rien, on appuie juste. Donc c'est vrai qu'on a tous moi c'est pareil, et dans le rapport à la photo, je m'y retrouve dans ce que tu dis, de dire même si en tant que photographe, Mhm. il y a bien un moment où on s'y mit sérieusement, mais en fait depuis tout jeune on avait quand même ce truc où dans la famille il y avait toujours un appareil photo qui traînait. Ouais. C'est exactement ça. Et puis il y avait en plus, c'était des appareils avec plein de petits boutons. C'était du plein format avec des pellicules 24-36. Souvent, c'était des boîtiers en 35 mm, f2, f2.8. Il y avait des petits Canon, des petits Nikon. J'en ai encore à la maison. Donc voilà, la photo a commencé un petit peu à ce moment-là, légèrement. Et puis je pense que là où j'ai vraiment commencé à me pencher dessus, c'est autour de mes 30 ans. Alors, je gardais un œil dessus, mais voilà, le premier boîtier que j'ai acheté, je crois que c'était un Canon G9. Quelque chose comme ça que je trouvais ultra performant à l'époque. Hein. On était dans les premiers numériques. C'était un petit boîtier expert de chez Canon qui était vraiment sympa. Donc voilà, j'ai commencé à faire des photos un peu plus sérieusement. Et puis mes activités, donc je faisais pas de la photo professionnellement, j'avais d'autres activités à ce moment-là. Et je crois que c'est en 2010 où j'ai fait la rencontre d'un garçon qui faisait. Alors je travaillais dans la restauration. J'ai fait de nombreuses années dans la restauration. Et un jour, un garçon vient me rendre visite dans un des restaurants où je travaille à Paris et me demande si je suis intéressé par une visite virtuelle en 360. Je trouve l'idée très sympathique. Je vais y arriver. Je lui dis oui. Il vient quelques jours après faire sa visite virtuelle et puis j'aime la photo, je suis curieux, je regarde ce qu'il fait, on papote, on rigole, on sympathise et je me retrouve quelques jours, quelques semaines après à faire mes premiers pas en visite virtuelle. Je crois que j'avais un Canon, un 50D à cette époque-là. Il m'avait équipé d'un fisheye avec une rotule panoramique en 360 avec un pied. Donc il y a tout un travail qui est fait et puis avec des logiciels de mise en forme des 360. Bon, ça n'a pas fonctionné. Alors, pas par ma faute, mais la société pour qui je commençais un petit peu à travailler n'a pas tenu le choc, parce que Google est arrivé avec le même type de produit à ce moment-là, et donc ils ont un petit peu mangé tout le monde. Mais ça m'a mis un petit pied à l'étrier dans la photographie professionnelle, et je m'intéressais aussi à la photo culinaire. Alors, je pense que ça, c'est mon passé de la restauration. Julien nous amène à ce qui m'intéressait, c'est de dire, c'est ça qui est drôle, donc tu t'expliquais, ça fait une dizaine d'années aujourd'hui que tu travailles chez DxO, mais finalement, la photo, c'est pas le gros de ta carrière. Non, pas du tout. Donc 10 ans chez DxO. Avant DxO, donc je me suis lancé dans la restauration quand j'avais 20 ans. J'ai loupé comme il faut mon bac scientifique, que mes parents m'ont gentiment demandé de repasser. J'ai accepté puisque je suis nourri, blanchi, logé chez les parents, donc on dit oui. Et puis bon, ça a pas fonctionné. Et puis au mois de décembre, sur un coup de tête, j'ai réservé un billet d'Eurostar et j'ai annoncé pendant un repas de famille que je partais 6 mois à Londres pour apprendre l'anglais, pour travailler, pour me détacher du cocon familial. Et alors, ce qui était pour 6 mois, t'es resté 5 ans. Voilà, donc il est resté 5 ans. Je suis resté 5 ans. Je devais revenir au bout de 6 mois faire une école de graphisme ou d'architecture, je sais même plus. Enfin bref, je crois que c'était de graphisme. Et puis je suis resté 5 ans où voilà, j'ai fait des petits boulots vraiment à faire des sandwichs dans des petites sandwicheries, à faire des petits déjeuners. Et puis très rapidement, je me suis mis dans quelque chose de plus sérieux où j'ai été donc commis de salle, serveur, maître d'hôtel, manager. J'ai été un des plus jeunes managers de Londres dans la restauration, enfin manager étranger on va dire. Et puis j'ai travaillé pour des grands chefs comme Anna Ducasse,
Qui d'autre? Marco Pierre White. Oui, tu as travaillé pour les grands voilà, chefs je travaillais pour étoilés. les grands chefs étoilés dans des très très beaux établissements en Angleterre. Et puis à un moment, je me suis dit, il est temps de rentrer. Donc je suis rentré à Paris. J'ai travaillé un petit peu pour Cathy Guetta, les frères Pourcel. J'avais un chef pâtissier à l'époque qui n'était pas connu, qui s'appelait... Vous avez la version vraiment condensée. Très condensée, mais quand on connaît la version pas condensée, non compressée, c'est des histoires incroyables. Voilà. Oui, mais je fais des très très belles rencontres voilà. de Jackson, Madonna, l'équipe de football 98, l'équipe française qui avait gagné. Donc non, j'ai passé 5 années extraordinaires en Angleterre, rentré à Paris, donc pareil, j'ai continué un petit peu dans ce milieu. J'avais un chef quand j'étais avec les frères Pourcel au restaurant à côté des Champs-Élysées. Le chef pâtissier s'appelait Cyril Lignac, qui n'était pas du tout connu. Qui à l'époque était un petit jeune qui se lançait. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc on a brièvement travaillé ensemble. Bon, et puis après, voilà, je suis parti. Je me suis acheté une épicerie fine. J'ai travaillé. J'ai donné des cours de cuisine à Boulogne. Enfin, j'ai fait pas mal de choses dans la restauration. Et puis, sur les dernières années, je travaillais donc sur un restaurant en bas des Champs-Élysées. Et c'est là où j'ai fait cette rencontre avec ce photographe qui est venu me démarcher pour le restaurant. Et puis, on a sympathisé. Donc, j'ai quitté la restauration en me disant, je me lance dans la photo culinaire. J'avais cette chance de connaître beaucoup de chefs, beaucoup d'établissements. Et donc, j'ai commencé à en faire un petit peu. Mais ça n'a pas fonctionné comme je le voulais. Et la vie de photographe pro... Non, mais c'est en dents de scie. Enfin, c'est difficile. Faut être réaliste. Il faut le dire. Je veux dire, que ce soit il y a X années ou même encore aujourd'hui, c'est la stat que je donne toujours, mais 85% des photographes arrêtent leur activité de photographe pro au bout de 3 ans. Ouais. Parce que c'est très dur, parce qu'il faut trouver des clients, il faut en vivre, et c'est difficile d'en vivre. Donc c'est là où finalement, ce qui t'est arrivé, c'est ce qui arrive à statistiquement. La plupart des photographes qui se lancent dans une activité pro, c'est de dire, voilà, vraiment, je fais pas de mauvais jeu de mots, mais je lâche le tablier. Ouais. mais voilà, donc ouais, cette expérience de photographe qui a pas fonctionné malheureusement. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des moments où ça fonctionnait très très bien, puis d'autres beaucoup moins. Alors bon, j'étais parti de la restauration, j'avais mon chômage, donc ça me permettait de vivre. Et à ce moment-là, ma chère est tendre m'annonce que nous attendons un heureux événement, que nous allons être parents, donc grand moment de bonheur. Et j'ai un petit message qui est c'est super cool la photo, t'as l'air de t'éclater, mais les revenus sont pas toujours les mêmes chaque mois, et quand on va devenir parent, il faut être un petit peu sérieux. Donc ça s'entend très très bien, j'approuve ce qu'elle m'a dit. Je lui ai demandé un petit peu de temps encore pour essayer de percer. Et puis est arrivée la première échographie. Et quand madame est rentrée, un petit peu paniquée, je trouve, quand j'y repense. On s'est installé et je lui ai dit, bon alors, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. Elle était vraiment pas super à l'aise. Et elle m'a dit, elle m'a dit, ils sont très toniques. Ils sont très toniques. Ils sont... Donc là, évidemment, tout le monde a compris que nous attendions des jumeaux. Donc elle m'a dit, la photo, va falloir faire une croix dessus. Il n'y a pas une bouche à nourrir, il y en a 2. Il y en a 2 qui arrivent, donc il faut être un minimum sérieux. Donc j'ai dit OK, et puis je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais faire? Parce que, comme je disais, j'ai loupé mon bac scientifique. Ouais. J'étais pas le meilleur des élèves quand j'étais jeune. Je me considère plus comme un pur autodidacte qu'autre chose. J'ai pas de diplôme dans la vie. Par contre, je suis très curieux. Je me donne à fond. J'espère que mon manager approuvera ce que je dis. Il se reconnaîtra. Il se reconnaîtra, tout à fait. Mais voilà, quand je me lance dans quelque chose, j'y vais, ça m'intéresse et je fonce. Et donc ça t'a amené à une nouvelle carrière, entre guillemets. Voilà, alors je suis reparti pour résumer quand même, parce que qu'on avance un peu, mais de dire après, tu as travaillé dans quoi? Alors je suis reparti vite fait dans la restauration, parce que je savais faire que ça. Et puis très rapidement, j'ai remarqué que ça me convenait plus. Et puis les jumeaux venaient d'arriver, donc les horaires, etc. Ouais, bien sûr. Des petits bonhommes nés un petit peu en avance. Donc voilà, les premiers mois ont été un petit peu compliqués. Et donc il a fallu que je rebondisse, et je me suis lancé à l'époque dans le transport de personnes. Donc alors là, j'ai eu mon diplôme.
J'ai monté une société de transport de personnes. Donc c'était l'époque où Uber est arrivé en France. Il y avait une demande de chauffeurs. Je me suis lancé un petit peu là-dedans. Donc j'ai fait 15 jours, 3 semaines de Uber. Et très vite, j'ai commencé à travailler avec justement des personnes qui étaient dans l'hôtellerie, dans la restauration, à aller chercher des clients aux aéroports et faire un petit peu du transport de luxe, à emmener des gens sur les plages du débarquement quand c'était des Américains qui voulaient découvrir un petit peu le passif de leur papy qui avait fait la guerre pour nous. Les emmener visiter le château de Versailles. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. Et puis un jour, je me retrouve à Charles de Gaulle, je récupère 2 jeunes femmes, on discute un petit peu, et l'une d'entre elles me dit, je lui pose la question, vous faites quoi sur Paris, combien de temps vous restez? On est là 15 jours, mon ami va repartir dans une semaine, puisque la première semaine est consacrée à nos vacances, et la seconde est consacrée au travail. Très bien, mais que faites-vous comme travail? Oh, je travaille à Boulogne. Donc ça m'interpelle, parce que je suis né à Boulogne, j'étais à l'école à Boulogne, mon épicerie fine était à Boulogne. Enfin, voilà. Oui, Boulogne, ça me parle beaucoup. T'as une accroche à Boulogne-Billancourt. Ouais. Et elle me dit, je travaille pour une société qui s'appelle DxO. Et je me dis, c'est marrant, DxO, ça me dit quelque chose. Je réfléchis un petit peu, je fais, oui, vous faites des logiciels de retouche, puis vous allez sortir un petit appareil photo, je crois, qui se colle sur les iPhones. Et donc, elle était assez étonnée que je lui réponde ça. Et puis, du coup, on s'est mis à parler pendant 1 heure, le temps de la ramener de l'aéroport à son appartement. Et au bout d'1 heure, elle m'a donné sa carte de visite en me disant « J'aimerais que vous travailliez pour nous ». Au début, je lui ai dit non. Elle a un petit peu insisté. Et puis, de fil en aiguille, je me suis retrouvé chez DxO. Et ça fait 10 ans. Voilà. Et donc là, vous voyez, ce parcours, c'est hyper intéressant parce que moi qui étais prof... qui aujourd'hui suis photographe, toi qui as travaillé dans la restauration, tu as toi-même eu ton expérience de photographe pro, de se dire que tu as eu ta société de transport, tu travailles chez DxO. Moi, c'est ce que j'aime souvent dire aujourd'hui, on vit dans une société, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on n'a pas une vie professionnelle. Non, on en a plusieurs aujourd'hui. La vie professionnelle, c'est un long cheminement qui est sinueux. Pour certains, ça va être une ligne droite où du début à la fin, c'était le cas souvent on va être dans un domaine. De nos parents. Hein, mais c'est moins le cas aujourd'hui. Ouais. Et moi, c'est pour ça que je voulais vraiment te demander, parce que, et encore là, je vous dis, vous avez eu la version... la version très courte. Mais c'est hyper intéressant parce que tu as un parcours de vie qui explique beaucoup quand on te connaît, notamment voilà, la personne que tu es, etc. Enfin bref, oui, je pense que voilà, tout ce vécu... Mais tu es la somme de tes expériences. Oui, voilà, je suis la somme de mes expériences et cette facilité après que j'ai aujourd'hui d'aller parler avec des photographes, de présenter nos logiciels et de parler photo, c'est mon passif qui fait que voilà, j'en suis là aujourd'hui. Voilà, bon, très intéressant. Alors, maintenant, on va se concentrer un petit peu plus sur... on va parler photo. Donc, tu fais de la photo, tu viens d'expliquer à peu près ton parcours, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire, la photo, c'est très, très large. Ouais. Comment pourrais-tu te définir comme photographe? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais comme photo? Qu'est-ce que tu aimes faire en photo? Qu'est-ce que tu aimes photographier? Alors, à l'époque où je me suis lancé dans la photo, je voulais en faire ma profession principale, on nous disait, et puis bon, c'est encore le cas un petit peu aujourd'hui, qu'il faut se mettre dans une activité et ne pas trop en sortir. C'est-à-dire que si on est photographe culinaire, on est photographe culinaire et en gros, on n'a pas le droit de faire autre chose. Je trouvais ça un petit peu triste, mais bon, je l'ai accepté à l'époque, donc je faisais de la photo culinaire. Aujourd'hui, alors j'ai un défaut qui me vient peut-être un petit peu du fait de travailler pour DxO, c'est que j'ai accès à une bibliothèque de photos juste incroyable en interne, parce qu'on travaille avec beaucoup de photographes. Donc il y a toujours un moment où on se dit, oh là là, lui il fait des paysages incroyables, moi aussi j'ai envie de faire la même chose. Lui il fait des portraits de dingue, moi aussi j'aimerais le faire. Donc j'aime bien toucher un petit peu à tous les domaines. Alors il y en a que je ne fais pas du tout. Je ne fais pas de macro sur les petits insectes. Je trouve ça formidable. Il y a des rendus incroyables. C'est juste qu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, quoi. Mais voilà, c'est pas trop mon truc. J'aime bien faire du paysage quand je pars en vacances. Parce que bon, à Paris, on peut en faire. On peut faire du paysage urbain, mais j'ai pas toujours le temps. Parce que comme on le disait, j'ai les jumeaux, ils sont à l'école, ils ont 12 ans maintenant, 5e. Donc quand je rentre du travail, il y a les devoirs, il faut endosser etc. le tablier de professeur d'école. Alors, merci madame, c'est surtout elle qui s'en occupe, donc très très bien. Moi je passe en cuisine du coup, parce que j'adore cuisiner. Mais donc voilà, photos de paysage, vacances. J'adore faire des photos dans les campings. Je trouve qu'il y a une ambiance assez magique, ce mélange de classes, on va dire, où il peut y avoir... de classe au sens classe sociale. Classe sociale, effectivement.
à une époque, je pense que dans ces campings, il y avait des gens voilà, qui avaient des moyens. Oui, plutôt des classes populaires, des gens modestes. Bien sûr. Aujourd'hui, voilà, il y a plein de gammes de camping, et puis on retrouve toutes ces classes sociales mélangées, et je trouve ça génial. Ça apporte une atmosphère assez incroyable. Que t'aimes photographier j'aime photographier. J'aime photographier les gens qui sont en train de faire leur barbecue devant leur bungalow, alors qu'ils sont en short, avec les enfants qui courent autour. Je trouve ça très, très drôle. Alors d'ailleurs, j'en profite, parce que pour découvrir tout ça, Julien, tu as ta page Instagram. Ah, qui n'a pas sa Julien, page Instagram? C'est 5-1, donc je vous mets les liens de tous ces médias sociaux, tous ces réseaux sociaux en description ici. Donc n'hésitez pas à aller voir ces photos. Il y a toutes les photos notamment en été sur la plage, etc. Il y a vraiment il y a des trucs super sympas. Mais voilà, c'est juste pour dire, plutôt que de aller voir directement les réseaux pour découvrir l'univers de Julien, parce que là, tu vois, tu nous parles et tu vas nous en parler plus en détail, mais là, au moins, vous pourrez prendre le temps de regarder, vous abonner, laisser des commentaires. Oui, parce que je dis etc. Paysages, mais bon, il y a quelques paysages sur mon Instagram et j'ai un site, je suis très professionnel, j'ai un site, attention. Il y a quelques photos de paysages, j'aime bien en faire, mais c'est pas mon activité principale. J'aime les plages, mais avec du monde, un peu... Alors, ça fait prétentieux, mais à la Martine Parr. J'aime beaucoup Martine Parr. Alors, il y a une série qu'il a fait où je suis pas très très fan, celle où il flash dans la figure les gens, mais bon, ça peut plaire à d'autres personnes et j'ai aucun problème avec ça. Mais oui, j'aime l'ambiance festive de l'été, des gens, l'insouciance, les enfants qui jouent, la lumière qui est super. Donc ça, j'aime beaucoup. J'aime bien faire de la street aussi dans Paris ou autre. Alors, j'aime aussi donc la street dans les petits villages. J'adore l'ambiance des petits villages. Et donc là, je suis là depuis 24 heures. On est dans une région qui est moins, on va dire, moins dense, moins d'effervescence que sur Paris. Mais moi, c'est quelque chose que j'adore. Là, par exemple, ce matin, quand je me suis levé, parce que tu m'as fait lever de bonne heure, il y avait un brouillard incroyable. Alors, j'ai pas fait de photos, parce que j'étais un petit peu en retard à notre rendez-vous du matin. Mais voilà, c'est une atmosphère que je trouve extraordinaire d'avoir une ville endormie où il n'y a personne, ou peut-être un passant, un monsieur qui se promène avec son chien, qui va chercher sa baguette. Et ça, c'est le genre de photos que j'aime faire. Je fais un petit peu de portrait, je continue à faire des petites photos pour des restaurants culinaires, des ambiances de salle, des choses comme ça. Mais en tout cas, je ne me mets pas d'étiquette. Spécialement sur moi. Oui, t'aimes bien toucher à tout, t'aimes bien découvrir, essayer. Exactement. J'aime pas. Mais je suis quand même très, j'aime bien documenter ma vie, ce qui se passe autour de moi, et puis voilà, un peu d'urban, street, ça ouais. Ouais, donc si je devais résumer, ce serait principalement, ce que t'aimes le plus serait plutôt photo de rue, ouais, on va dire, mais d'élargir et de se dire finalement, juste faire de la photo. Ouais, tout à fait. Voilà. Non mais c'est super. Alors de fait, c'est pas mon gagne-pain principal. Je ne vis pas de mes photos. Je vis grâce à la photo, mais voilà, je suis pas obligé d'aller dans un secteur en particulier. Je peux me permettre de prendre en photo ce que j'aime. Après, quand on se promène sur mon Instagram, je pense qu'il y a quelque chose qui s'en dégage. C'est vrai que souvent il y a des gens qui me disent mais t'es photographe de street. Oui, mais je fais pas de la street à New York, à Paris spécialement. Oui, bien sûr. J'en fais un petit peu, mais après, j'aime sortir des sentiers battus et aller prendre une maison un petit peu délabrée dans un village, parce que voilà, il y a des choses graphiquement qui me parlent. Ça marche. Avec quoi tu fais de la photo du coup? Parce que alors là, on ouvre, je vous le dis, on ouvre la boîte de Pandore. On ouvre la boîte de Pandore parce que le rapport, ça va être intéressant d'en parler. T'as un rapport au matériel qui est particulier, ouais, quand même. Souvent, moi, j'en rigole. Mais parce que ça change beaucoup. Oui, ça change beaucoup. Pour deux raisons, si je devais dire. La raison 1, dont on va parler après, c'est le fait que tu as accès à beaucoup de matériel par DxO. Tout à fait. Donc, ça, je le réserve pour après. Maintenant, personnellement, tu as un rapport au matériel qui est aussi, que je qualifierais de... Je sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais là, maintenant, on est le combien? On est le 14, le 15 janvier, un truc dans le genre. Là, dans ton sac photo, il y a quoi en ce moment? Alors, dans mon sac photo d'aujourd'hui, il y a 3 appareils. Il y a un Ricoh GR, il y a un Fuji X Pro 1, qui est couplé à un petit 27 mm de chez TT Artisan qui devient un 40 mm. Ouais. 28 et 40, ce sont mes 2 focales de prédilection. Voilà, j'adore ces focales. C'est les 2 focales Ricoh en plus, ou même chez Leica.
Leica, oui. Chez Leica, le Leica 28, Q, le 43. Il y a ouais, les c'est ça. Q1, Q2, Q3 classiques qui sont en 28 mm. Et puis il y a le 43 mm qui est sorti il n'y a pas très longtemps, que j'ai eu le plaisir de tester récemment, qui est en 43 mm, qui, d'après tout ce qu'on dit, est la vision humaine. Ouais. Il est extraordinaire. L'optique est fantastique. C'est une optique apochromatique, donc voilà, on va pas rentrer dans les détails de l'optique, mais qui a un piqué, qui a un rendu qui est vraiment magnifique. Et puis un micro-contraste extraordinaire. Ouais, quand tu vois les photos, superbe optique. C'est comme je dis, ça croustille. Ouais. Et puis le dernier, j'ai un Rolleiflex, un Tessar 3.5 dans mon sac, il fait pas des milliers de photos, mais c'est le plaisir. Ouais, c'est un aimant à personne. Ouais, alors c'est ça. Je le prends souvent pour ça. Donc c'est un appareil photo qui appartenait à ma grand-mère, que j'ai maintenant depuis 8 ans, je crois, avec moi, que j'ai découvert il y a 8 ans par hasard en allant chez mes parents à la campagne. Je tombais sur plein de photos moyen format, ça m'a interpellé en disant mais qu'est-ce que c'est, enfin, on a plein de photos moyen format, papa, j'ai des photos de toi en moyen format, je le découvre. Bon, ça a été une longue conversation, et donc j'ai découvert que la grand-mère et l'arrière-grand-mère faisaient beaucoup de photos au 6.6, en 4.5 ou en 6.4 moyen format, et donc voilà, j'ai récupéré le Rolleiflex, j'ai fait plein de photos avec, et je l'ai toujours avec moi, et j'adore le sortir effectivement quand je me balade, et surtout dans la campagne, parce que les gens le voient et ils disent mon tonton avait ça, ma maman avait ça, et ça en fait ça engrange des conversations presque interminables. Oui, parce que l'objet attire, c'est un aimant, et les gens sont curieux parce que dans le monde du smartphone, des hybrides, ressortir un boîtier aussi légendaire qu'un Rolleiflex, les gens de suite ils sont c'est magique. Ouais, ils sont curieux. Ils sont curieux, ils viennent vers nous, et c'est presque ce que je cherche le plus en fait avec ce boîtier, c'est la conversation, et puis ça amène à découvrir des parcours de vie, et souvent j'en fais un petit portrait, une petite photo des gens avec qui je discute. Donc ça, c'est les 3 appareils photo que j'ai aujourd'hui dans mon sac. Mais tu peux être amené à changer. Ça change très très souvent. J'ai cette chance voilà, ça c'est la deuxième comme partie. Je travaille chez DxO et qu'on l'expliquait auparavant, on reçoit énormément de matériel qu'on teste à longueur d'année pour pouvoir proposer donc des corrections pour les photographes. Et ces boîtiers, bon, ils n'arrivent pas le matin à 9h et repartent à 10h. Hein. On les garde plusieurs jours, de temps en temps plusieurs semaines, pour pouvoir faire toute la calibration nécessaire. Et avec le temps, j'ai pris cette habitude d'emprunter ces boîtiers. Donc, je fais des images de temps en temps qui peuvent servir au labo pour qu'on puisse vérifier ce qui a été fait dessus. Mais voilà, je prends soin du matériel. Chez DxO, on a cette chance de pouvoir emprunter du matériel au laboratoire. C'est un peu, vous savez, comme la bibliothèque municipale. Oui, c'est ça. Vous allez chercher un bouquin, vous le ramenez, sauf que là, c'est avec du matos photo. C'est incroyable. On arrive le vendredi, et puis on dit qu'est-ce que je peux prendre. On a une liste d'appareils qu'on peut sortir de DxO, et puis il y en a d'autres qu'on ne peut pas sortir, parce qu'évidemment, quand Leica nous envoie un 43 mm à tester, on doit y faire très attention. Donc, il y a des choses qu'on peut prendre, des choses qu'on ne peut pas prendre. J'ai encore une fois cette chance, et un grand merci à DxO de me faire confiance là-dessus, c'est que je peux prendre ce que je veux, un petit peu quand je veux, et presque aussi longtemps que je veux. Je crois que quand le Canon R5 Mark II est sorti, il est arrivé un mardi à 10h. 2 heures après, il était dans mon sac. Je l'ai rendu au labo au moment où ils ont commencé à faire leurs tests dessus, et dès qu'ils ont fini, je l'ai repris avec moi. Donc, effectivement, je me promène à longueur d'année. Alors, les petits Ricoh, c'est quasiment tout le temps avec moi, parce que c'est petit, ça rentre dans une poche de veste. Oui, et c'est génial. Tu fais partie des personnes qui m'ont sensibilisé au Ricoh. Julien fait partie des gens. Vous savez, aujourd'hui, j'ai vraiment cet amour pour le Ricoh, parce que ça a été un peu comme, je vais pas dire une révélation, mais c'est un boîtier que j'ai découvert en Indonésie, là, et c'est vrai que depuis, j'ai pris l'habitude de tout le temps l'avoir. Et bien avant ça, Julien, toi, tu me disais, tu faisais partie des personnes qui ont du Ricoh, qui me disaient non mais attends, le Ricoh c'est l'optique, elle est exceptionnelle, le truc. Et donc quand j'ai commencé à discuter avec Ricoh, parce que notamment toi tu m'en avais beaucoup parlé, et que voilà, je voyais tes photos, etc., c'est là où moi je m'étais dit banco, je vais essayer, ça a l'air franchement chouette. Donc toi t'aimes c'est franchement chouette. C'est franchement chouette. Mais c'est pas un appareil qui est destiné à tout faire. Comme on l'a dit dans d'autres contenus, d'autres vidéos, voilà, il y a des appareils photo qui sont faits pour travailler. Enfin, un photographe qui couvre des événements comme, je sais pas, des matchs de foot, des matchs de tennis. T'as ton 600. Voilà, il a besoin d'une grosse optique, d'un appareil photo qui fait 30, 40 images par seconde, qui
qui envoient du pâté, comme on dit. Hein. C'est des appareils qui sont faits pour. Mais à côté de ça, voilà, il y a d'autres choses pour la vie de tous les jours. Après, il y a des photographes professionnels qui ont fait des livres. Je pense à Daido Moriyama, voilà, qui est un photographe japonais qui fait beaucoup de photos en noir et blanc et qui shoot au Ricoh depuis très longtemps, même à l'époque où le Ricoh était en argentique. Donc oui, j'ai un amour très prononcé pour cet appareil qui est tout le temps dans la poche, et on peut le dégainer à tout moment. Et il a une qualité optique, mais franchement, c'est phénoménal. C'est extraordinaire. Quand on voit la taille du boîtier, quand on voit la taille de l'optique qui en sort quand on le met en route, et on se dit, waouh, ça qui en sort, sortir des fichiers aussi piqués, contrastés, du coin inférieur gauche jusqu'en haut à droite. Enfin, c'est juste magnifique, voilà. Donc, c'est du 28 mm. On est bloqué sur un petit peu un style de photo, et encore, parce qu'il est très connu pour les photographes de street, mais finalement, on peut en faire plein de choses. Moi, je l'emmène à la plage, je l'emmène à la montagne. Oui, puis regarde la macro, sur les détails. Enfin, c'est un boîtier qui est plutôt typé, on va dire, qui ne va pas tout faire, mais c'est comme pour tout. En même temps, tu prends n'importe quel boîtier, tu y colles un 35 mm, tu ne veux pas faire l'animalier avec. Non, exactement. Mais c'est pour dire, il a cet avantage massu, et c'est qu'il rentre dans la poche, quoi. Voilà. Et quand tu as un APS-C dans la poche, ah oui, parce que il y a des APS-C, je prends de Fuji X-H2 par exemple, c'est aussi gros qu'un Canon R5 quasiment, mais voilà, pareil, c'est fait, celui-ci il fait de la vidéo, il est 40 millions de pixels, il fait de la rafale, donc il y a plein de choses. Le Ricoh, voilà, très très bien pour ça, et puis il y a des jours, je pars du bureau avec un Fuji GFX moyen format, alors là, c'est beaucoup plus lourd, il faut le gros sac à dos, ou le gros sac en bandoulière, mais ils ont tous leurs particularités. Le GFX, il y a une transition dans les couleurs, dans la lumière qui est juste incroyable. Il y a cet effet 3D dans les photos qu'on fait qui est pareil, oui, mais ça se rapproche de ce que l'œil humain voit. En termes de profondeur, ça se rapproche vraiment de ce que l'œil humain voit. Ouais. C'est un super boîtier, gros, lourd, mais il y a des moments où on ferme les yeux là-dessus. Et puis, quand tu ouvres ton RAW, tu dis... Ouais, voilà, on ouvre un RAW, il faut des bons disques parce que ça prend beaucoup de place. Il y a un bon ordinateur, mais voilà, ça c'est les appareils. Je les utilise tous. Je pense que tout ce qui est sorti en termes de matériel depuis 10 ans, et je les ai tous eu dans les mains. Je suis parti en vacances, en week-end avec faire des photos. Ça m'éclate. Mais j'en reviens toujours au Ricoh, et alors principalement, j'ai envie de dire, je reviens toujours aux petits appareils. Les petits appareils plaisir. Il y a les gros, quand je vais faire du mariage ou des choses professionnelles, je vais prendre un gros travail. C'est l'outil de travail. Après, une fois que le travail est terminé et que j'ai envie de faire des choses pour moi, la famille, je vais prendre du Ricoh, je vais prendre des petits Fuji X106. J'adore ces petits boîtiers avec l'obturateur central qui permet de synchroniser les flashs à toutes les vitesses, et ça évite d'investir dans des flashs hors de prix qui crachent de la lumière. On a des choses petites, compactes, et qui font le boulot. Enfin, il y a plein de photographes professionnels ou des livres qui ont été faits avec des appareils d'une autre génération. J'ai eu pour les fêtes de Noël un livre de Saul Letter, et sur les premières pages, je regarde, parce que je n'ai pas tout regardé, je prends mon temps pour déguster son travail. Il y a plein de photos où ça manque de piquer, la zone de netteté, elle n'est pas sur la personne, mais l'émotion est là, quoi. Donc, oui, tu as tout, tu as la dynamique, tu as le cadrage, tu as l'émotion, tu as tout ça. Exactement. Mais alors, de fait, question rapide, mais... Réponse rapide ? Question rapide, réponse rapide. Avec ton expérience, parce que tu as énormément de matériel, c'est drôle parce que quand souvent on s'envoie des messages et tout, et puis tu m'envoies, il a reçu un truc, puis regarde, il y a tel boîtier qui est arrivé, qui vient de sortir, puis tout content. Et on rigole souvent comme parce un gamin à Noël. Tous les deux, on touche beaucoup de matériel, et du coup c'est drôle parce qu'on s'envoie, moi j'ai reçu ça, toi t'as reçu ça. Enfin, c'est drôle parce que à nouveau c'est la passion. Mais de tous les matériels que tu as pu tester, si on avait, je dirais peut-être un. Quel est celui qui t'a peut-être le plus marqué ? Un couple boîtier-objectif. Alors, un couple boîtier-objectif. Ouais. On sort du Ricoh ? On sort du Ricoh, puis tu fais de la photo, matériel que tu as eu chez DxO, pas chez DxO, enfin bref, de se dire peut-être le truc, je dis pas celui qui est la synthèse la plus équilibrée, je dirais, peut-être celui qui t'a mis la plus grosse claque. C'est le GFX. C'est le GFX ? Oui, c'est le GFX, c'est... Les optiques des Fuji, enfin les GF, la monture GF, alors encore une fois, c'est imposant, c'est gros, c'est lourd, tout ce qu'on veut, mais il y a une qualité
d'image derrière qui est super. Alors, il y a des gens qui diraient, oui, entre le moyen format et un plein format, il n'y a pas vraiment de différence. Ce sont les mêmes photographes souvent qui disent non mais tu sais qu'il y a une différence quand même très importante entre un APS-C et un full frame. Ouais. Donc APS-C full frame, faut multiplier par 1,6. Bon, quand on est chez Canon ou 1,5 chez Sony. Et les mecs, je sais pas si vous savez, mais pour passer du full frame au moyen format Fuji, il faut multiplier par 1,6. Donc pourquoi dans un sens ça marcherait et pas dans l'autre? Non, il y a une vraie différence sur le moyen format. On va pouvoir s'en approcher un petit peu avec du plein format en achetant des optiques qui ouvrent à 1.2, mais 1.2, en toute franchise, avoir l'œil net et tout le reste du visage qui est flou, on n'arrive même plus à reconnaître si c'est sa cousine ou mamie. C'est qu'au-delà de ça, il y a la dynamique qui est exceptionnelle. Dynamique incroyable, une douceur dans les transitions de couleurs et de lumière qui est pareil, qui est vraiment bluffante. Puis quand tu zoomes, de se dire à la capacité, ce qu'on appelle de résolution, qui est due donc à la définition des capteurs à 100 millions de pixels, là, 102 millions de pixels chez Fuji, et en même temps la qualité optique des optiques GF, de se dire tu zoomes dans l'image. C'est ça, il y a beaucoup de photographes de mode qui travaillent en moyen format et on le voit quand on commence un petit peu à discuter avec eux ou qu'on se promène dans des endroits et on voit des publicités qu'ils ont fait sur un sac de telle ou telle marque. Il y a souvent une image qui est faite presque plein pied ou en cadrage américain, donc c'est au-dessus du genou, je crois, jusqu'à au-dessus de la tête. Et en fait, on voit, on va dire, un mannequin qui tient un sac et qui se promène dans la rue. Et en fait, il y a une seule image qui a été faite. Enfin, il y en a plus, évidemment, qui sont faites. Mais parfois, il y a une image qui est prise. Et c'est la même image qui va être recroppée à un moment avec la main sur le sac. Après, on voit que le modèle. Et donc, avec une seule photo, on peut en décliner plusieurs. Et c'est vrai que c'est assez fantastique. Ouais, c'est fantastique. Ouais. C'est le plaisir d'ouvrir le fichier et puis même de naviguer dedans. Oui, et ces fichiers, en plus, ils ont une flexibilité dans les logiciels de retouche photo. C'est-à-dire que on peut un peu cramer ces autres lumières ou avoir des ombres très bouchées. On va récupérer des informations qu'on ne soupçonnerait pas de récupérer quand on a fait la photo. On se dit, bon, voilà, j'ai mal réglé ou les conditions météo. Il y a vraiment un capteur qui est très capable. Ouais, c'est super. Donc ça, c'est vraiment le boîtier. Donc ça serait le GFX. Hein. Oui, j'aurais les moyens... je me prendrais un moyen format. Alors, est-ce que c'est le GFX ou si c'est un Hasselblad X2D voilà, c'est toujours pareil. J'ai envie de dire que le Fuji serait peut-être plus destiné à un travail professionnel quand ça bouge un petit peu plus, sans rentrer dans de la photo de sport. Oui, c'est plus polyvalent, un GFX, en effet. Les Hasselblad X1D, X2D, voilà, c'est grosso modo les mêmes capteurs qui sont dessus. Ça va être les optiques qui vont changer. C'est un peu plus lent chez Hasselblad, mais on voit chez Hasselblad, c'est plus souvent des photographes de mode, de packshot, du paysage aussi. Il y a beaucoup paysage. Voilà, faut pas trop que ça bouge. Et là, on est tranquille. Oui, voilà, j'aurais les moyens, je prendrais un moyen format. Ça me fait penser quand tu dis ça, je fais le bonjour à Antonio Gaudencio qui disait j'ai rarement vu une pierre sauter. Donc non mais c'est pour l'image, mais c'est dire oui, par exemple tu fais du paysage, t'as un Blad, t'as un Fuji. Mon rêve. Alors, j'aurais plein de sous. Ouais. Ricoh, donc j'adore. Ils ont le 28, ils ont le 40. Donc ça, c'est un no-brainer. C'est dans le sac. Dans chaque pote, vous savez, comme lui qui dit. Non, mais c'est ça, tu dégaines, tac. Ouais. Et en plus, tu peux apporter des réglages dessus, les personnaliser d'une façon où tu peux, ce qu'ils appellent le snap. Donc, on règle snap focus, on règle la zone de mise au point à un endroit, comme on le faisait et comme on le fait toujours sur des Leica avec optique manuelle, le zone système. Donc, on prédéfinit sa zone de mise au point. Donc ça serait voilà mode baroudeur, j'ai mes deux petits Ricoh machin et puis quand en fait je pars en vacances, je vais prendre le cas de figure vraiment concret, je pars en vacances, je me balade en famille, je me dis oh là il y a des super photos à faire, donc je les shoot au Ricoh, impeccable. C'est un petit peu le carnet de bord, toi, le bloc-notes, le Ricoh, on le fait. Alors après, beaucoup de gens qui disent comme toi, c'est un bloc-notes. Il y a beaucoup de photographes professionnels qui ont des gros boîtiers au quotidien, et puis ils ont ce petit appareil, et donc du coup, oui, c'est le bloc-notes. Ils prennent un truc en photo, ils pourraient très bien utiliser cette image et en faire des très très beaux tirages, parce qu'on fait des beaux tirages avec de la PSC, avec du micro 4 tiers. Il faut arrêter de se voiler la face. T'as 24 millions de pixels, t'es tranquille. On sortait des trucs magnifiques en 10 millions de pixels, pourquoi ça marcherait pas en 24? Et puis les ordinateurs, les imprimantes d'aujourd'hui. Faut pas oublier que la 4K, ça sort. La 4K, c'est 12 millions de pixels. C'est ça, 12 millions de pixels, Sony FX3, non, mais 7S3. mais c'est de se dire, tu regardes sur une télé en 4K, ce qui compte toujours, on en revient là-dessus. Moi, j'aime pas la distance de visualisation. La 4K à la télé, je trouve que c'est trop piqué. C'est trop piqué, c'est trop digital. J'aime bien le passer en 1080. Mais d'où le fait que, c'est ça qui est drôle, c'est que tu as beaucoup de vidéastes
qui aiment les optiques douces, Ouais. qui même mettent des fils de diffusion pour adoucir, parce que il y a ce côté, c'est drôle, alors je fais une parenthèse, mais les optiques Nisi, les Nisi Athena, qui sont des optiques que moi je trouve douces, et qui sont un juste équilibre, mais il y a certains vidéastes qui disaient « Ah, pour moi, c'est un peu trop piqué ». Alors que moi, je regardais ça, quand tu es habitué aux optiques photo et que tu filmes avec, tu dis « Ouais, c'est bien », puis tu prends une optique ciné, tu dis « Ah, c'est un peu mou et tout », et puis le vidéaste, il dit « Oh, non, c'est trop piqué ». Et il y a ce côté, justement, dans la vidéo, où on aime les choses qui sont plus douces, quoi. Et c'est vrai que là-dessus, je suis plutôt d'accord sur le fait que en vidéo, on est beaucoup moins regardant sur ce genre de choses, quoi, sur l'homogénéité, le truc. C'est ça, en vidéo, énormément de films sont shootés sur de l'APS-C. Hein, Super 35, tout à fait. Ouais, c'est de l'APS-C, un poil plus gros, si je dis pas de bêtises. Et d'ailleurs, il y avait un truc une anecdote que je trouvais extraordinaire. Avatar 2, qui a été tourné. Et en fait, il y avait donc le directeur de la photographie, donc qui s'occupe, c'est le mec qui gère tout le pour filmer, quoi. Et le mec qui raconte qu'il y a des scènes, notamment sous-marines, qui ont été tournées avec des optiques, donc en Super 35 Fuji, mais avec les optiques ciné de Fuji, qui sont entre guillemets des optiques ciné, mais grand public, c'est-à-dire c'est des optiques qui coûtent quelques milliers d'euros. Alors, pour le commun des mortels, c'est déjà une coucouille, entre guillemets, mais dans l'industrie du cinéma où on travaille sur des optiques anamorphiques, qui sont, pour certaines, à plusieurs, on dépasse les 100 000 $ l'optique, sans parler de la caméra et tout, de travailler sur une optique qui coûte 3 000 $ pour un film comme Avatar. Qui en coûte. Non mais voilà, et c'est de se dire, le mec, il vous sort tranquillement, ouais, moi je filme en Super 35 Avatar, avec une optique Fuji, on va dire, de grande production, et les gars, vous l'avez vu passer comme ça passe crème, et ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de photographes de plateau, notamment à Hollywood et tout, qui shootent les coulisses de tournage, etc., en Fujifilm, en APS-C, des photos qu'on voit dans tous les médias, etc. Mais à aucun moment, on va se dire ça a été pris au Leica plein format. C'est ça, on ne se pose pas la question. Parce ou au moyen format. La photo est belle, l'émotion est là, ça raconte l'histoire. Et finalement, à la fin, at the end of the day, comme on dit, on s'en fout un petit peu du boîtier qu'on utilise. Les pros, quand j'ai pro, tu vois, t'es photographe, tu couvres un film comme Avatar. Ouais, t'es pro, de se dire faut écouter, faut voir ce que font ces gens, parce qu'en fait ce qu'il faut juger c'est la photo, c'est pas le matos. Oui, exactement, c'est ça. Alors pour terminer sur la question, donc toujours dans la pocket, le 28, le 40 de Ricoh. Au bureau, on a donc le GFX 100S, super, et on a une optique qui est un 55 1.7, donc quand on le bascule en plein format, ça devient un 43, 44 grosso modo. Ouverture 1.7. Une merveille qui devient un 4 grosso modo en équivalent plein format en termes de profondeur de champ, pas en quantité de lumière. Et on nous annonce un Fuji style Fuji X106, enfin 5.6 la série X100. Ouais, c'est toutes les rumeurs là qui courent. Un moyen format, donc qui serait équivalent plein format 28 mm. Donc là pour le coup, un moyen format un peu appareil photo de street, rangefinder. Plutôt compact, plutôt très compact. A priori, d'après ce qu'on sait, 28 mm. Et puis dans le sac, le GFX 100S avec le 55, je me retrouve avec vraiment les mêmes focales, grosso modo. Mais moyen format. D'un côté, APS-C toujours dans la poche, de l'autre, un petit peu plus gros. Ça c'est le rêve. Ah, ça, c'est un peu le rêve. Très intéressant. Tu sais quoi m'offrir à Noël prochain. Il va falloir bosser. Je vais te faire bosser. Oui. Enfin, on va te faire. Alors, parce qu'on approche doucement de la fin, quelques petites questions rapides. D'abord sur le matériel, pour les personnes qui nous regardent, toi justement qui as eu beaucoup de matériel en main, quels sont peut-être 2-3 critères importants quand on regarde du matériel? Tu as eu toutes les marques, Nikon, Canon, Lumix, Hasselblad, Fujifilm, enfin bref, vraiment tout. Quels seraient peut-être 2-3 critères importants à regarder quand on veut acheter un appareil photo, de trucs qui comptent, quoi? Tu vois? On parle de quelqu'un un amateur qui se lance dans la photo, un non, professionnel. On va dire quelqu'un qui se lance dans la photo. Je sais pas trop quelle marque acheter. Quels seraient peut-être quelques points, mais vraiment rapidement, tu vois, 2-3 trucs de dire, ça c'est un truc qu'il faut regarder en priorité, moi je pense. Et après on choisit en fonction des marques, mais peut-être des conseils. Alors mes conseils, parce que bon, c'est une question qui me revient souvent de tiens, qu'est-ce que je pourrais acheter comme appareil photo ou pas, qu'est-ce que tu me conseilles? À chaque fois, au début, je conseille les petits appareils. C'est des petits, comme des Sony Ericsson, cette gamme-là, avec des capteurs 1 pouce, donc qui font déjà
aussi des très très bonnes photos. Et je conseille un peu l'appareil photo avec un petit zoom. Un petit zoom. Parce que parfois, il y a des gens qui disent oui, je vais faire des photos de loin, prendre les enfants qui font du sport quand ils vont à leur activité sportive. Donc je leur dis, bon, bah, tu as besoin d'un petit zoom. Mais j'aime bien aussi de temps en temps le paysage. Enfin bon, bref, ils ont toujours des excuses ou des commentaires à faire. Je les entends. Avoir un zoom, ça permet de s'essayer à différentes focales. Et ce que je leur dis, c'est voilà, au bout de quelques semaines, quelques mois, vous regardez dans. Alors, je les invite aussi à télécharger un logiciel de retouche parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, des gens qui débutent, qui veulent un appareil, mais ne comprennent pas qu'il y a une petite partie retouche derrière. Alors, on ne demande pas d'être le meilleur retoucheur du monde, mais il faut commencer un petit peu à regarder. Regardez dans votre logiciel de retouche quelle est la focale qui est le plus utilisée quand vous utilisez cet appareil, qui a un zoom. On arrive à le classer, on arrive à le savoir, puisque toutes ces informations sont enregistrées dans les exifs des fichiers. Et du coup, ça permet dans le futur, parce que j'invite à un moment, effectivement, les gens à utiliser des optiques à focale fixe, parce que la qualité est supérieure, même si on approche des qualités extraordinaires en zoom aujourd'hui. Mais voilà, les optiques sont plus petites, plus légères, plus lumineuses. Et donc ça permet, avec un zoom, quand on a quelque chose qui va du 24-70, on va dire, un truc un peu basique, de se dire, ah bah, finalement, les 3000 photos que j'ai fait, j'ai remarqué que j'en avais 1800 à 35 mm. Et bien là, du coup, le prochain appareil, peut-être tu vas prendre un APS-C. Il faut monter doucement en gamme, à moins qu'on ait le budget. Pourquoi pas partir tout de suite en full frame. Mais encore une fois, je ne fais pas partie de ceux qui disent que le Graal, c'est le full frame. Le Graal, c'est pas forcément non plus le moyen format. Le Graal, c'est l'appareil qui nous convient, qu'on a avec soi. Toujours cette fameuse phrase, le meilleur appareil photo du monde, c'est celui qu'on a dans la poche, blablabla. Bon, bah, c'est mon iPhone, finalement. Hein, c'est celui que j'ai. Oui, tout le fait que la plupart des gens aujourd'hui utilisent, par exemple, exactement, c'est la facilité. Et puis, il y a des gens qui font des photos extraordinaires, des contenus extraordinaires en vidéo, photo, avec des iPhones ou autres marques. Mais voilà, c'est petit appareil compact. Surtout leur dire, détachez-vous de cette image du photographe professionnel qui a un gros réflexe. À un moment, je me suis retrouvé une fois pendant une journée à vendre des appareils photo à la Fnac pour Sony. Je ne sais plus du tout pourquoi. Je me suis retrouvé là. Et tous les gens qui venaient, ouais, je voudrais un appareil photo, et ils voulaient tous un réflexe. Et c'était le début des hybrides de Sony, et je crois qu'on me demandait de pousser la gamme à 6000, quelque chose comme ça. Et je leur disais, mais achetez ça, parce que bon, on payait pour. Bah non, c'est pas gros. C'est pas assez gros. Et je dis, mais à l'intérieur, c'est la même chose que le gros. Ça coûte 2 fois moins cher, compact, c'est 2 fois plus léger. Vous allez le balader partout. Et bon, évidemment, les gens n'écoutaient pas. Ils n'écoutent toujours pas, bien souvent. J'ai plein d'amis à qui j'ai donné des conseils et qui ont quand même acheté un réflexe. Et quand je les croise et que je leur dis, alors, t'as fait quoi en photo? Bah, j'ai rien fait parce que l'appareil est tellement gros et lourd qu'ils ne sont jamais de chez moi. C'est une enclume. Ouais. Donc voilà, petit appareil. Apprenez à vous en servir, faites des photos, essayez les différents réglages. Et puis voilà, on construit un petit peu une pratique. On se dit, bon, bah, finalement, je fais beaucoup de paysages. Bah, du coup, je vais te conseiller quelque chose qui va on va dire du 14 mm au 35. Hein, tout ça, ça rentre dans le cadre photo de paysage. Et puis, si tu es un peu plus portrait, bah, commence à regarder les 50, les 85 mm. Et puis, si tu aimes les petits oiseaux au fin fond de la mare au canard. Du 400, du 600. Voilà, donc vraiment, c'est en fonction de ce qu'on aime faire. Mais faut y aller cool au début. Et encore une fois... il y a des photographes, je citerai aucun nom, mais voilà, je connais des gens qui ont des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros de matériel photo avec eux et qui, bon, voilà, ils font pas des photos qui cassent 3 pattes à un canard. Et puis il y en a d'autres, des gens qui ont des petits ricots ou des petits boîtiers et qui font des choses vraiment incroyables et qui savent composer, ils savent travailler avec la lumière. Je dis souvent une phrase qui est en rapport avec mon passé de restauration. Alain Ducasse, ou tout chef mondialement connu, enfin de renommée internationale, Thierry Marx, il y en a plein. Si moi je vais dans leur cuisine, je continue à faire de la cuisine sauce Julien. Par contre, si je prends Alain Ducasse et que je l'emmène dans ma cuisine, il va me faire a priori de la cuisine Alain Ducasse. Et en fait, il a acquis des connaissances, une expérience qui lui permet aujourd'hui, où qu'il aille,
de continuer à produire. Même dans des la produits kitchenette de mamie, de sortir une omelette mais incroyable. exactement. Et en fait, Ouais. un appareil photo, il y a des gens, on leur donne un petit. Il y avait une chaîne chinoise il y a quelques années avec Kai, c'était Digital Rave, je crois. J'adorais ses vidéos, ça remonte à 10-15 ans. Il avait un petit challenge où il invitait un photographe connu, hein, un vrai photographe, et il leur donnait des petits appareils type Lego, enfin, de Kiddy Zoom, enfin des trucs. Mais, le Kiddy Zoom, ouais. Vraiment le truc à 10 balles qu'on achète. bien sûr. Mais le résultat était juste bluffant parce qu'ils savent cadrer, ils savent composer C'est ce avec qui la fait lumière. la photo, Voilà. c'est le photographe. Comme la cuisine. Mais c'est une. Alors j'aime beaucoup l'analogie la cuisine. Non mais c'est très. Ouais, je trouve que ça tu sais, résume bien. Ça résume Avoir un bon couteau ne fait pas de toi un bon bien. cuisinier. Oui, hein. tout à fait. Oui. Non, mais puis je veux dire, l'habit ne fait pas le moine, mais l'appareil photo ne fait pas le photographe. Exactement. Voilà. Alors, je vais te poser, parce qu'on arrive à la fin. Ça fait pas 2 fois que tu dis ça? Si, mais sauf que j'ai dit qu'on arrivait vers la fin. Alors, je vais te poser. Comme à l'école, j'écoutais pas 10 grand-chose. questions. Je vais poser 10 questions à Julien. Je Des vais te réponses proposer à chaque fois 2 propositions. Tu dois en choisir une. Ok. Et ça va vite, c'est-à-dire là, on n'a pas le temps de réfléchir. Ok. C'est du one shot. C'est le big deal. C'est le big deal. Ça marche? Ouais. Alors, Photolab ou Nik Collection? Photolab. Fujifilm ou Ricoh? Ou Ricoh. Ricoh. 28 ou 40 mm? Les deux. C'est pas une réponse, ça. Bon, les deux. Le d'accord. Fuji Ricoh, c'est pareil. Oui, d'accord, mais bon, c'est dans la vie. Hein, choisir, c'est renoncer. Ok. Numérique ou argentique? Numérique. C'est dur, hein. Ouais. C'est dur. Et ces questions-là, moi-même, je me suis demandé quelle réponse j'y donnerais et je suis toujours en train de réfléchir. Photo de rue ou photo urbaine? Urbaine. Intéressant. F1.4 ou F8? F8. Osmo Pocket ou Osmo Action? Pocket. Ça, c'est un truc avec Julien. Enfin bref, c'est un peu une c'est une private joke entre guillemets. Enfin bref. Ilford ou Agfa? Ilford. Paris ou Boulogne-Billancourt? Boulogne-Billancourt. Le Croisic ou le Crotoy? Oh, c'est moche. La France. Il botte en touche. Voilà. Mais là aussi, c'est une private joke. Mais c'est d'accord, ça marche. Merci et c'est intéressant. Alors, les réponses, je t'ai pas du tout posé question parce que là, tu les découvres vraiment, mais ça ne m'étonne pas. Je vais te poser une dernière question avant de conclure. Tout simplement, Julien, est-ce que tu as des projets pour le futur? Oui, qui n'a pas de projet? Bien sûr, mais mais sûrement des gens qui n'en ont pas et je suis désolé pour eux. Des projets pour le futur, de continuer à être un bon élément pour des XO. Ça, c'est projet professionnel de la boîte. Moi, j'ai un projet de faire plus de contenu vidéo parce que tu me mets un petit peu la pression et avec d'autres personnes qui me disent c'est vrai, tu as accès à plein de matériel, tu es plutôt à l'aise quand tu parles, on rigole bien, donc il faudrait que tu fasses un peu plus de contenu. Donc ça, c'est un projet. Projet de... Alors, je vais dire sortir un livre. Mais attention, vous ne le trouverez pas à la FNAC ou autre, c'est plus un plaisir personnel. de se construire un projet de livre photo. Voilà, pareil, encore une fois, j'ai des gens, quelques personnes chez DxO qui me disent mais finalement, de toutes les photos que tu as quand même une série qui s'en dégage, tu devrais faire quelque chose avec. Donc, c'est un des projets. Puis continuer, partir à la rencontre de photographes. Alors, il y aurait plein de sujets qui m'intéressent dans la vie, mais c'est vrai que la photo, j'adore parler avec des photographes, de parler de leur technique, de photos, quoi. De photos en général, qu'est-ce qui les inspire et aller faire plus d'expos. Dans pas longtemps, je devrais être juge pour juger des photos pour la Fédération photographique de France. Donc ça, c'est courant février. J'échange beaucoup avec les clubs photo, donc je rencontre beaucoup de monde et c'est continuer à la rencontre, partager mon amour de la photo avec les gens et quand je le fais aussi bien pour le travail que personnel, il y a un mélange des deux, quoi. Il y a double casquette. Encore une fois, je fais un métier passion qui pour moi n'est pas il n'y a pas de contrainte. Il peut y en avoir de temps en temps comme tous les métiers du monde, même si c'est un métier passion, mais voilà, j'y vais avec bonheur et voilà, je parle photo H24. Ça se ressent et c'est pour ça qu'on discute d'ailleurs beaucoup. Merci beaucoup, Julien. Merci Mathieu. Pour ton temps. Merci pour cette discussion passionnante. De toute façon, les amis, c'est pas compliqué. Voilà. Donc déjà, vous allez revoir Julien et vous pourrez échanger avec lui directement.
Deuxième chose, je vous rappelle, je vous ai mis donc tous les liens des réseaux sociaux de Julien pour découvrir son travail, etc. Et puis même si vous voulez lui envoyer un petit message pour discuter. Avec grand plaisir. avec Message grand plaisir. gentil et chaleureux de préférence. Bien sûr, toujours des caresses, etc. Et puis, en attendant, merci beaucoup les amis de nous avoir soit regardés, soit écoutés. Un grand merci à toi Julien de ton temps et puis d'avoir échangé et d'avoir répondu en toute transparence à toutes ces questions. Avec grand plaisir. On se dit tous les deux à très bientôt pour À très bientôt. du coup, un nouveau live. Et en attendant les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut.